de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là. Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Alors, la Banque du Canada a donné un répit, c'est le mot qui est employé un peu partout aujourd'hui, un répit aux détenteurs d'hypothèques. Remarquez que le taux avait augmenté encore durant l'été, mais là à 5 %, on n'y touche plus et la plupart des experts pensent que c'est probablement fini, là, les hausses de taux. Mais on va se le souhaiter, sinon Oui, je ne sais pas oui. ce que les classes moyennes canadiennes et québécoises vont faire. Moi, je réagis beaucoup au mot répit aujourd'hui. Je t'avoue que, pour moi, c'est un pseudo-répit dans la mesure où, quand on regarde finalement d'où vient l'inflation des derniers mois, c'est comme un remède qui te rend malade. Quand ton médicament qui doit te guérir te rend plus malade que ta maladie, on a un vraiment gros problème. Et je pense qu'il n'y a pas besoin d'être économiste pour savoir qu'à un moment donné, avoir une politique monétaire qui contrôle, qui veut contrôler l'inflation, mais qui fait en sorte que ça étouffe les consommateurs citoyens, c'est très mauvais pour le tissu social. J'aimerais rajouter cet élément-là dans la discussion, et dire, oui, il y a l'économie, puis oui, il y a la théorie économique, mais il y a au-delà de ça, l'espèce de gros bon sens économique qui nous force à regarder la situation de centaines de milliers de citoyens qui travaillent, qui font partie de ces classes moyennes dont on a souvent parlé ici et que je pense qu'on oublie un peu trop souvent, des gens qui témoignent au quotidien de la difficulté qu'ils ont aujourd'hui et pas depuis 2-3 semaines, depuis plusieurs mois, à boucler leur fin de mois. Et il y a des exemples de ça tous les jours, des gens qui appellent à l'aide, qui disent « moi, je n'y arrive plus », des gens qui creusent leur trou, comme je reprends l'expression de quelqu'un qui était interviewé dans le Journal de Montréal il y a quelques jours, qui disait justement que lui, sa maison, il paye plus du tout, même de son capital, il ne fait que payer de l'intérêt. Il m'a dit « c'est comme si je me creusais un trou ». Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Il y a de plus en plus de gens qui vont se creuser des trous. Et quand je te dis que ça a un impact majeur sur le tissu social, c'est que ça, en plus de tuer finalement l'économie, parce que quand l'inflation crée de l'inflation, t'as un méchant problème, là. Sauf que là, ça ne tue pas l'économie, c'est que l'économie est trop forte, là. Elle n'est pas tuable, l'emploi est fort, il y a un manque de main-d'œuvre. Oui, regarde, sur la pénurie de main-d'œuvre, là, on peut repartir ce sujet-là. Ça fait 25 ans qu'on sait qu'on va faire face à une pénurie de main-d'œuvre. On le savait il y a 5 ans, on le savait il y a 10 ans. Moi, j'ai traité de ce sujet-là avec des économistes, avec des spécialistes. Il y a 20 ans, ils me le disaient. J'ai animé des forums de citoyens il y a 15 ans. C'était un des grands sujets. Ça, le problème démographique et le vieillissement de la population. Qu'allions-nous faire dans 15 ans? On y est, là. Est-ce qu'on a fait quelque chose? Non. Pas tant. T'sais? Alors, là, aujourd'hui, on est là. Pénurie de main-d'œuvre. Mais ça dépend dans quel domaine, mais en même temps, il y a eu d'autres facteurs qu'on n'avait pas du tout attendus, comme la pandémie, comme les changements climatiques. Tout ça devient des nouvelles pressions inflationnistes aussi. C'est pas juste... l'enflure de l'économie vient d'où? Je te le dis, ça vient aussi de cette hausse des taux. Ça vient d'abord de la hausse des taux d'intérêt. Ça, c'est documenté. C'est le premier point. La hausse des taux d'intérêt a créé une inflation avec laquelle on vit aujourd'hui. C'est parce qu'à cause des hypothèques qui sont élevées, des loyers qui sont élevés, mais en même temps, c'est un reflet de la crise du logement. Il manque de logement. Oui, mais qui vient... Oui, le manque de logement... Fait monter les prix. Même affaire que... je pense que la pandémie, quand même, là-dedans, qui est un impact. Oui. Puis, je te parlais de ces nouvelles pressions qu'on n'avait pas du tout entrevues. La pandémie, c'en est une. T'sais. Mais est-ce que pendant la pandémie, les gouvernements ont dépensé d'une façon déraisonnable? Pas qu'ils ne devaient pas aider, pas qu'ils ne devaient pas dépanner aux moments les plus critiques. Mais est-ce qu'il y a un point où ils ont imprimé l'argent pour dépenser de façon déraisonnable, créant de l'inflation? Écoute, sincèrement, je pense que ils ont fait ce qu'ils pensaient être le mieux à ce moment-là. Puis moi, je critique pas le fait qu'on ait aidé les gens. Je suis bien... Dernièrement, par exemple, on voyait qu'il y avait certaines personnes qui avaient abusé. Est-ce qu'il y a eu des abus? Il y en a eu des abus. Est-ce qu'on a été trop généreux? Peut-être envers certaines classes de citoyens qui n'avaient pas forcément besoin d'une aide. Est-ce qu'on a aidé les bons? Écoute, ça, là, on pourrait faire une enquête à savoir est-ce que les bonnes personnes ont été aidées. Est-ce qu'on a, en général, dépensé trop? Tu regardes l'ampleur des déficits. Est-ce qu'à un point, on imprimait l'argent pour aider? Là? Complètement. Ouais. Mais c'était tu sais, on va regarder
regarder cette situation-là dans 5 ans, dans 10 ans, puis on va se dire, OK, avoir su, on l'aurait pas fait de même. Mais sincèrement, c'était pas simple, là. C'était la première. Tu sais, sincèrement, moi, je veux pas trop jeter le blâme. On l'a beaucoup fait là, dans les mois qui ont suivi, puis encore au cours même cette année, puis on peut continuer de le faire. Tu sais, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a comme une correction. On essaie d'attraper les fraudeurs pandémiques, mais je pense qu'à ce moment-là, les gouvernements, ils n'avaient jamais vécu ça. On n'avait jamais vécu ça. Tu sais. Est-ce que, par exemple, donner de la PCU à toute personne qui a fait 5 000 $ et plus, c'était une bonne décision? Est-ce que je pense qu'aujourd'hui, on devrait dire 10 000? T'sais? Ça, par exemple, c'est peut-être... Tu comprends? C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on aurait dû arrêter de donner de la PCU quand les employeurs commençaient à rembaucher? Mais oui. Puis que là, ils appelaient leurs employés, puis les employés disaient, ben là, je vais rester sur la PCU. Ça veux-tu qu'on parle d'Air Canada? Je veux dire, qui aujourd'hui se reprend drôlement, qui a donné des primes épouvantables. Tu sais, on pourrait nommer à son principal dirigeant et son conseil d'administration et tout ce que tu veux. Alors que finalement, ils ont été aidés. On leur a donné des dizaines de millions de dollars d'aide. T'sais, moi, je connais plein de gens qui avaient des petites PME là, qui n'ont pas eu une scène d'aide, là, dont l'espèce de subvention d'allocation au loyer commercial est allée au propriétaire commercial et non pas au chef d'entreprise. T'sais. Et je voyais aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont sortis sur les augmentations de salaire. Je pense que c'est 3,7 % en moyenne qu'on évalue en 2024. Je me dis, puis tu regardes qui fait le plus d'argent. T'sais, les fonctionnaires municipaux, on le sait depuis longtemps aussi, mais moi, je questionne. Il y a des infirmières dans la rue en ce moment là, qui manifestent. Puis je me dis, comment ça se fait qu'un employé municipal qui travaille de 9 à 4 jours semaine. Mais tu te réponds avant que tu finisses ta question? Vas-y donc. Mais non, mais c'est parce que les élus municipaux ont abdiqué. Parce qu'ils ont peur qu'on ramasse plus de poubelles. Puis en plus, il leur a mis un système d'arbitrage puis tout ça, que quand une ville abdiquait puis donnait des grosses conditions, mais là, les syndicats disaient, à Sherbrooke ou à Drummondville ou à Montréal, eux autres, ils ont ça. Là, tout le monde voulait ça. Exact. Ça devenait... Fait que comme tu as plusieurs villes au Québec, le plus généreux devenait la nouvelle norme. La nouvelle norme, tout à fait. Ça, t'as jacké les salaires. Mais moi, je pense qu'on n'a plus ces moyens-là. Là. Puis regarde, les gens n'ont plus les moyens de toute façon de se payer leurs hypothèques. Comment les villes qui dépendent de l'impôt foncier vont-elles gérer ça? Tu sais, quelqu'un qui dit, gars, prends-les, mon duplex, je suis capable de le payer. Elles augmentent l'impôt foncier sans gêne, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, c'était ça. Tout à fait. Mm-hmm. Puis regarde les rues. Écoute, j'ai voyagé un peu cet été juste pour aller voir ailleurs si ça s'était autant empiré qu'à Montréal. Non. Vraiment, Montréal est une ville assiégée. Sincèrement, c'est déprimant de vivre ici. Tu as juste à prendre ta voiture. Il y a des trous partout, il y a des travaux partout. Tu n'as pas de fun à revenir. Là. Mais tu parlais tout à l'heure des manifestations. Ouais. Il y avait des manifestations du secteur public, là, des infirmières et autres du secteur public. Est-ce que j'allais dire? Aujourd'hui à Montréal, non, mais c'est parce que ce matin, ils disaient, vous allez voir, là, on va perturber la circulation. Ouais, l'automne chaud. Ouais, puis moi, je me disais, non, on a tout le temps des automnes chauds. Non, mais je dirais, vous pourrez pas perturber la circulation, la mairesse l'a déjà fait. Quelqu'un est passé devant vous. Tu peux pas l'empirer, c'est déjà, regarde, c'est ça. Mais moi, sincèrement, je suis team infirmière, tu comprends? Moi, je suis équipe infirmière parce que je trouve que ces femmes-là, c'est une majorité de travailleuses. Quand tu les écoutes, puis j'ai parlé à beaucoup d'infirmières, elles continuent de m'écrire tous les jours, puis elles me disent « Isabelle, parle pour nous, continue, parce que là, on dirait qu'on n'est pas entendu. » Elles démissionnent par écœurantite et non pas par perte de foi par rapport à leur travail. Ce sont des femmes passionnées, mais il y a un moment donné, il y a toujours bien des limites à demander à mettre des conditions inhumaines à des travailleuses. Hein. Ben, moi, j'ai un énorme respect pour leur travail. Je suis conscient qu'ils travaillent dans des conditions très, très, très difficile, qu'on leur en demande beaucoup, que dans certains cas, en plus, les conditions sont naturellement difficiles. Les employeurs locaux ont pas d'humanité ou sont pas capables de faire les horaires, donc empire encore la situation. La seule chose qu'il faut dire, si on veut donner un portrait réel, les infirmières ont eu, je suis pas gêné de le dire comme ça, ont eu beaucoup d'argent, là, mais beaucoup. N'est-ce la pandémie, tu veux dire. Et pendant la pandémie, les primes ont été maintenues, ensuite transformées. Et on n'est même pas capable de le calculer, là, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Là. Ben, pas plus que des policiers, tu dirais? Moi, j'ai lu dernièrement qu'il y avait déjà des bons salaires avant. Écoute, je vois des policiers, les policiers qui ont d'excellentes conditions aussi. Des policiers qui font 100, 150, 200 parce qu'ils ont fait tellement de temps supplémentaire. Ouais, les infirmières aussi, là. Les infirmières qui font du temps supplémentaire, ils font du 100 000 et plus. Moi, je dirais qu'il y en a moins.
que les policiers, peut-être. Non, mais tu prends en comparaison, les policiers sont super bien traités aussi, là. Exact. Puis c'est du travail important. Puis regarde, la preuve, c'est que dans certains quartiers, il y en a qui veulent plus y aller, puis il y a un gros problème. Mais ces problèmes-là, tu vois, là, pour revenir à l'inflation, puis au tissu social, parce que moi, l'élément social, je m'intéresse particulièrement, puis je me dis, ben en plus de nuire à l'économie, moi, je pense que ça finit par nuire à l'économie parce que ça nuit au moral des gens, Mario. Les gens, ils finissent par dire, à quoi bon? Les jeunes qui disent aujourd'hui, j'écoutais des jeunes dernièrement qui disaient, mais qui questionnaient le fait d'avoir des enfants. Puis c'est vrai que tu n'es pas obligé d'en avoir des enfants aujourd'hui, en 2023, 2024, tu peux faire ce que tu veux, mais c'est quand même comme ça. Tu sais, après, on dit, ouais, la démographie au Québec, on n'arrivera jamais, ça reste l'immigration qui va nous sauver, sinon on va tous mourir, puis il n'y aura plus de monde on sera plus remplacés. Tu sais, le taux de remplacement. Bien, si nos jeunes ont perdu espoir que la vie vaut la peine d'être donnée... Mais ça, c'est à toutes les époques, hein? Ben oui, il y en a tout le temps, mais aujourd'hui, il y en a plus. Ouais, mais à un âge, c'était la guerre nucléaire, à un autre âge, c'était la Deuxième Guerre mondiale. À tous les âges, il y a des jeunes qui, à 18-20 ans, disent « Ah, le monde est tellement terrible! Ouais, mais aujourd'hui... On ne peut pas y remettre des... » Puis non, puis une fois qu'ils ont 30 ans, ben, ils ont des enfants. Ben, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui qui se posent cette question-là peut-être parce et qui sont éco-anxieux. Ben, c'est ça, mais ça, c'est craqué par un délire public, là. L'éco-anxiété? Ben oui. Quand tu vois ce qui se passe, t'es pas non, mais je comprends, éco-anxieux. Non, faut être écologique, là, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Tous les problèmes environnementaux, il y a des solutions. Puis tout ça est en marche, puis c'est pas la fin du monde, ça s'en vient pas, là. Non, pas là. Puis oui, tu dois mettre des enfants au monde qui vont pouvoir vivre heureux, puis qui vont peut-être être des chercheurs, qui vont trouver les solutions, la nouvelle, l'énergie Oui, c'est ça, mais il faut le dire, ça. Il faut dire, c'est important d'avoir des enfants parce que c'est peut-être nos enfants qui vont régler tous ces problèmes-là. Mais à toutes les époques, ça a été ça. Fatalisme... Mais qui vont créer d'autres problèmes. Il y a un fatalisme ambiant que, en tout cas, je trouve que les gens le disent plus et moi, je pense que ça nuit, ça, à l'ambiance globale et ça augmente les tensions. Tu sais, il y a quand même une hausse des tensions, là. Des tensions de toutes sortes, de tous les groupes. Le monde a plus de patience. Fait que je pense que tout est dans tout, disait Plume, puis il a tellement raison. Et c'est pour ça que de l'inflation, on est rendu, tu vois, on est passé, on a fait à peu près... Mais aujourd'hui, on peut se dire au moins la Banque du Canada méchant répit, mon Dieu, on devrait dire merci, toujours. Ben, on dit merci de nous assurer la stabilité monétaire. C'est tout ce qu'on demande à la Banque du Canada. Moi, je demande, sincèrement, est-ce qu'on peut rétablir un certain équilibre? C'est-à-dire, pas 2025, baisse des taux. Voyons donc, dans 2 ans. Ça, c'est pessimiste. C'est très pessimiste, mais on l'entend. Moi, je pense qu'il faut que ça vienne dès cet hiver, début de l'hiver. Là. Cadeau de Noël. Hey, on peut-tu avoir un cadeau de Noël, la Banque du Canada? Ah, mais là, c'est le cadeau de Noël, recréer de l'inflation, puis qu'on est reparti. T'aimerais pas ça? Tu vas dire ça coûte cher à l'épicerie. Non, mais tu sais quoi? L'autre chose, je pense qu'il faut débattre, là, puis c'est une discussion un peu plus sérieuse, mais je lisais beaucoup sur la Banque du Canada aujourd'hui, puis tu sais ils ont plus de pouvoir, le gouverneur de la Banque du Canada a plus de pouvoir que le premier ministre du Canada. Mais non, parce qu'ils ont le pouvoir en une seule et unique matière, là. Oui, mais regarde tous les éléments que ça touche. Et tout le monde dit à quel point c'est opaque et à quel point ils n'ont même pas besoin de faire de reddition de compte. Il y a juste besoin de se présenter. Il faut que ce soit comme ça. On lui demande une chose, la stabilité monétaire. J'avoue qu'il l'a échappé, la stabilité monétaire. Il a échappé quelque chose de rare. Quand l'inflation a commencé, il aurait dû agir plus vite. Toi, quand on te tape, quand tu échappes quelque chose, toi, ça arrive des fois? Ouais. Bon, Marie-Claude, elle tape ses doigts? Ses doigts, ouais. Bon, c'est ça. Et lui, on ne tape pas ses doigts. Merci, Isabelle. Ça fait plaisir.